Koumra, dans le sud du Tchad. Ce jour-là, plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour regarder des images du procès d'Hissène Habré, l'homme qui a fait régner la terreur dans leur pays pendant 8 ans. Un procès qui s'est tenu en leur nom à 3500 km de là, au Sénégal, à Dakar, devant les chambres africaines extraordinaires. L'image avait fait le tour du monde. Hissène Habré, l'ancien maître du Tchad, porté à bout de bras au premier jour des audiences. Je demande du silence dans la salle, au risque de faire l'objet d'une expulsion. Monsieur Hissène Habré, c'est la Chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant elle. Un organisme illégal, hors la loi. Soit. Mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. Protégé par son cheikh, amené de force chaque matin, l'ancien président tchadien qui récuse la cour ne prononcera plus un mot. Après des années d'atermoiement, le Sénégal, où Hissène Habré avait trouvé refuge en 1990, a donc décidé de le juger au nom de l'Union africaine. Des mois de débats et une condamnation. Prison à perpétuité pour les faits de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. Mais comment donner du sens à ce procès? Comment apaiser les victimes 26 ans après les faits? Comment tourner la page de ces 8 années noires? Afin de rendre compte de la procédure, une délégation des chambres africaines extraordinaires emmenée par Franck Petit, un journaliste français spécialiste de la justice internationale, fait depuis 2 ans le tour des villes du Tchad. Projection des temps forts du procès, écoute aussi de citoyens qui bien souvent s'expriment pour la première fois. Et à ses côtés ce jour-là, Clément Baïfouta, le président de la principale association de victimes. Il avait 23 ans lorsqu'il fut arrêté. Soupçonné de soutenir l'opposition, il fut détenu 4 ans. Il a fait le voyage à Dakar pour suivre l'ensemble des débats. Lorsque j'étais à la barre, à 2 mètres de Hissène Habré, ma première réaction en tant que Tchadien, c'était de bondir sur lui. Et au jour d'aujourd'hui, quand bien même je suis un homme brisé, ma révolte, parce qu'il ne fallait pas se venger, ma révolte se retourne, se transforme, n'est-ce pas, en espoir. En espoir, parce que le lion est dans une cage. Donc aujourd'hui, je me sens assez fort. Malgré les obstacles, je crois que je suis au bout de la lutte et c'est à nous la victoire. Merci. 10% du budget des chambres ont été alloués à la sensibilisation. Et ça, on ne l'a jamais vu par ailleurs en matière de justice internationale, cette prise en compte dès le départ de l'importance de donner du sens au procès pour les populations les plus concernées, les plus affectées. Ce dont on est certain, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas vu une seule image. Et c'est toujours un peu ce principe, c'est il faut voir pour croire. Pour croire que le procès a eu lieu, il faut voir des images. Il faut voir aussi des gens qui sont allés à Dakar et qui peuvent témoigner, qui disent quelque part presque j'ai touché Hissène Habré, comme l'a dit Clément Baïfouta. Je l'ai vu, il était à 2 mètres de moi, j'avais envie de l'étrangler, mais je ne l'ai pas fait parce qu'on était dans autre chose. Donc voilà, c'est ce contact humain qui est vraiment important, je crois. De juin 1982 à décembre 1990, le régime d'Hissène Habré a fait des milliers de victimes au Tchad. On parle habituellement de 40 000 morts.
Mais personne n'a jamais pu mettre un chiffre exact sur le nombre d'exécutions et de disparus. Je pense que la première chose qui nous frappe quand on arrive au Tchad, c'est le fait qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une famille où quelqu'un n'avait été affecté durant cette période. Alors les familles sont assez élargies évidemment, mais tout le monde a une histoire à raconter d'un proche, d'un oncle qui a été arrêté, qui a été torturé ou qui a dû s'enfuir à l'étranger durant cette période-là. Dans la tournée de sensibilisation, les radios communautaires jouent un rôle essentiel pour toucher le pays en profondeur. Rares sont les Tchadiens à posséder une télévision pour suivre le procès. Monsieur Clément Abaye Fouta, pendant les 4 années en prison, qu'est-ce que vous faisiez? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'enterrais. Chaque jour que Dieu fait, j'enterrais mes collègues qui mouraient. Je n'ai pas existé en fait pendant 4 ans parce que personne ne savait où ce que j'étais, mes parents n'avaient pas de mes nouvelles. Donc pour moi c'était en même temps une révolte, en même temps la colère et noyé dans l'émotion. En 2015, c'était le procès de l'année pour la justice internationale. Il n'y a pas eu de plus grand procès que celui d'Hissène-Habré. Déjà, les procès de présidents ou d'anciens présidents sont extrêmement rares. L'autre caractère exceptionnel de ce procès, c'est le fait que ce procès se tienne en Afrique, soit financé en grande partie par des fonds africains. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est un procès lourd. C'est un ancien président qu'on est en train de juger pour une première fois en Afrique. Donc il faut prendre le temps qu'il faut. Il faudrait bien réfléchir pour ne pas tomber dans le revers. Moi, je crois que jusqu'à là, les choses même les temps qu'on a calé, tous les témoins ne sont même pas passés. Même du reste, que les témoins qui ont été choisis ne sont pas tous passés. Pour moi, ce n'était pas une personne, c'était un Dieu. Donc, on faisait un peu la louange de Hissène-Habré. Hissène-Habré ici, Hissène-Habré partout, Hissène-Habré pour tous. Donc, tous, derrière, si vous mourrez, nous mourrons. Vous voyez, c'est ce que moi j'ai retenu quand j'étais petit. Si vous mourrez, nous mourrons. Dans le sud du Tchad, où voyage cette semaine-là la tournée de sensibilisation, ce sont les premières années du régime qui ont été les plus meurtrières. Notamment Septembre Noir, le pic de la répression 1984 des Kodo, un des mouvements rebelles, qu'Hissène-Habré a maté en s'en prenant à la population. C'est notamment pour des exécutions sommaires de civils qu'Hissène-Habré a été condamné pour crimes contre l'humanité au procès de Dakar. Le père de Lydie Djimakobaye est l'une de ses victimes. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'il a été tué. Quand ils l'ont emmené, j'ai crié. J'ai couru après leur voiture. Je voulais me battre avec eux. Mon père était assis devant la porte de chez lui au milieu de ses enfants quand ces gens sont arrivés. Et eux, ils l'accusaient d'être un rebelle Kodo, alors qu'il n'avait rien fait. Il faut que justice soit faite pour qu'on sache ce qu'il s'est passé réellement. Si je pouvais rencontrer Hissène-Habré, je lui demanderais, les gens que vous avez tués, qu'est-ce qu'ils vous avaient fait? À la projection organisée par le tribunal, c'était la première fois que je revoyais Hissène-Habré. Avant, je ne voulais pas regarder les images du procès, ça me faisait trop mal. Mais maintenant que j'y suis arrivée, j'aimerais être là-bas et qu'il puisse me voir me tenir debout face à lui. Rares sont les familles qui ont pu retrouver les corps de leurs proches enlevés par les forces d'Hissène-Habré et disparus à jamais. Si Lydie Djimakobaye sait ce qui est arrivé à son père, si le tribunal de Dakar a pu procéder à l'exhumation du corps et obtenir une preuve tangible de cette exécution, c'est grâce au cousin de Lydie, Garde Jolai, qui est parvenu à localiser le lieu où son père venait d'être emmené.
J'avais réussi à suivre de loin le camion dans lequel il était. J'ai vu au bord de la route des traces de pneus dans la boue. Quand je suis arrivé, le camion était juste en train de partir. J'ai vu son père allongé là. On lui avait tiré une balle dans la poitrine. Elle était ressortie par le dos. Mon frère est alors arrivé et on a commencé à creuser une tombe. Alors que les forces d'Abré font régner la terreur dans la région, Gardjelai parvient à mettre en terre le père de Lydie, mais pas à ramener son corps auprès des siens. Ça nous fait toujours mal de parler de tout ça. Son père n'aurait pas dû être enterré de cette façon. Ils ont abandonné son corps là, comme un chien. J'ai enlevé mon t-shirt pour qu'il ait au moins la tête couverte dans sa tombe. C'est quelque chose de très grave pour nous, ça. On a hâte que le procès se termine pour récupérer sa dépouille, pour pouvoir le réenterrer. Comme ça, ses enfants et ses petits-enfants pourront continuer à chérir leur ancêtre. En plus des crimes contre l'humanité, Hissène Habré a été jugé coupable à Dakar de crimes de torture. Notamment pour les exactions commises dans les centres de détention de la DDS, un organe de sécurité créé à son arrivée au pouvoir et dont il était le chef unique. Hissène Robert Gambier est une de leurs victimes. Les agents de la DDS l'appelaient Sabagal Mout. Qu'est-ce que cela veut dire, Sabagal Mout? Qui court plus vite que la mort. Vous avez tout à l'heure dans votre déposition dit que lorsqu'on vous a amené à la présidence, les questions qui sont libellées sont des questions rouges. Quoi rouge? Question d'un rouge, ça vient d'en haut. Tu dois répondre. Parce que si tu ne réponds pas, torturé à mort. Torturé à mort. Soupçonné d'être un espion libyen, Hissène Robert Gambier a été détenu 5 ans. Il a survécu à la torture et à des conditions d'emprisonnement extrêmes, jusqu'à ce qu'Hissène Habré soit chassé du pouvoir en 1990. Depuis, il revit la nuit le cauchemar que fut cette détention. Quand on m'a jeté dans ma cellule, il y avait au moins 80 personnes à l'intérieur. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'oxygène. J'ai commencé à avoir des vertiges. Je suis resté accroupi parce que je savais que c'était en bas, qu'il y aurait encore un peu d'oxygène. Dans la pièce, parmi les prisonniers qui restaient debout, j'entendais des gens s'évanouir et tomber. Ils tombaient et ils mouraient. Au bout de 3 jours, les gens qui étaient encore vivants marchaient sur les cadavres qui restaient au sol. On n'avait pas de place, on était tellement serrés. Après cela, on m'a appelé pour m'envoyer dans la salle de torture. Tous ces morts-là. Tous ces morts-là, comment ils vont quitter ma tête? Marcher sur des corps comme ça, c'est l'enfer. Comment ils ont pu nous laisser dans cette pièce avec ces cadavres qui se décomposaient? C'est inhumain, c'est impensable. C'est comme être déjà dans une tombe. Habré a créé l'enfer. Il a sacrifié son peuple. Les morts en détention, les exécutions sommaires, tout avait pourtant été documenté au Tchad, il y a déjà 24 ans.
À peine Hissène Habré renversé en 1990, une commission d'enquête est chargée de faire la lumière sur les crimes qui viennent d'avoir lieu. Sur ces images tournées alors, on voit les prisonniers tout juste libérés et qui seront auditionnés, les centres de détention et les archives de la DDS qui viennent d'être découvertes. On voit aussi des exhumations de charniers auxquelles la commission fait procéder. Une commission dont Maître Abakar était alors le président. Pendant notre enquête, nous photographions et nous filmons tous les actes importants. Donc, c'est les fosses communes. Ici, ça c'est une fosse commune qui a été exhumée le 16 janvier 1992. Comme tous les autres citoyens, moi je ne pensais pas que tous ces gens qu'on arrête, de jour comme de nuit, on les tuait systématiquement. Ça, c'est les différentes formes de torture pratiquées par la DDS. C'est une torture à l'électricité, la torture à l'arbattage, bastonnade. Je demandais à un ancien détenu politique, qui est aussi un dessinateur, je lui ai demandé de nous faire des croquis. Parce que pour notre population qui est en majorité analphabète, ils ne savent pas lire, donc s'ils voient l'image, elle reste pour toujours. Bon, ça c'est le président Habré. La DDS, c'est sa chose à lui. C'est lui qui gère ça. Nous avons rassemblé toutes ces preuves, tous ces éléments, et nous avons publié notre rapport. Et dans le rapport, nous avons fait des recommandations. Entre autres, juger les tortionnaires et le bourreau, de même que Habré. Les 15 autres sont morts, il était le seul rescapé. Mais rien n'est fait alors, ni pour juger les bourreaux, ni pour soulager les victimes. Et il faudra 26 ans pour obtenir ce procès. Comment faire un travail de mémoire au Tchad quand il n'existe aucun lieu pour se recueillir, pour se souvenir, aucun musée, aucune stèle? Comment faire face aux fantômes du passé quand reste au pouvoir une partie des cadres du régime d'Hissène Habré? À commencer par le dirigeant actuel, Idriss Déby, qui fut le commandant en chef de son armée, notamment pendant Septembre Noir en 1984. Idriss Déby qui vient d'être réélu président du Tchad pour la 5e fois consécutive, dans des conditions contestées. Idriss Déby, lui-même soupçonné aujourd'hui de disparition forcée. Moi je peux dire, je suis un Dagara. Un agent était venu se planter derrière moi, je ne m'en suis pas aperçu. Et il a fait le geste, il a dit, porte numéro 1. Lors des tournées de sensibilisation organisées par le tribunal de Dakar, le nom d'Idriss Déby revient sans cesse, notamment chez les publics les plus jeunes qui n'ont pas connu le règne d'Hissène Habré. Pourquoi le jugement d'Hissène Habré est en train de traîner à pas apaisant? Est-ce que réellement, sans Idriss Déby, Hissène Habré serait jugé? Ma question consiste, quel rapport entre Idriss Déby et M. Hissène Habré? Donc c'est une question qui revient souvent, pas seulement ici à Bangor. Qu'est-ce que Idriss Déby éventuellement peut craindre des chambres africaines extraordinaires? On a fait 4 commissions rogatoires, on a entendu 2500 personnes et parmi tous ces témoignages, on n'a pas trouvé de charge suffisante pour constituer un dossier contre Idriss Déby. Voilà, donc ça c'est la réponse du procureur. Alors, on peut aussi se dire que si on n'a pas trouvé de charge, c'est peut-être que les gens aujourd'hui ont du mal à parler contre un président en exercice. En matière de justice internationale, on a encore les plus grandes difficultés pour aller chercher des preuves quand les gens sont encore au pouvoir. Malgré toutes les imperfections de la justice, parce qu'il est inconnu. Autre angle mort du procès, le rôle de la France et des États-Unis
qui utilisaient Hissène Habré, notamment dans leur combat contre la Libye du colonel Kadhafi. Des grandes puissances qui n'ont rien fait, rien dit pour empêcher les détentions arbitraires, les morts et les massacres. L'Amérique, elle est impliquée, c'est-à-dire par des conseillers, et financer cet organe de terreur. La France aussi, elle est impliquée, elle envoyait des conseillers, et elle ne pouvait pas ignorer. Donc, tout le monde savait, tout le monde savait. Bon, parce qu'à l'époque, ils ont jugé que Habré faisait leur affaire et défendait leurs intérêts. Donc personne n'a jugé utile de réagir, quoi, d'y réagir. Ils l'ont laissé faire. Trop tardif, incomplet, le procès d'Hissène Habré reste un symbole de la lutte contre l'impunité en Afrique. Mais ce procès a aussi permis de faire émerger une parole à laquelle personne ne s'attendait. Il a réveillé pour la toute première fois la mémoire de crimes jusque-là complètement tabous au Tchad. Près de 80 victimes ont fait le déplacement à Dakar. Parmi elles, 4 femmes ont défié la loi du silence pour accuser le régime de violences sexuelles, de mise en esclavage et de prostitution forcée. L'activité quotidienne à Ouadidou, le matin, on partait puiser de l'eau, on lavait les habits des militaires et le soir, ils nous utilisaient comme des femmes. On a fait 1 an à Ouadidou. Ils nous ont amenés seulement comme des esclaves sexuels, des objets sexuels. Maintenant, je suis la force, le courage, parce que je suis devant l'homme qui est fort là, avant au Tchad, qui vient s'asseoir maintenant, il ne parle même pas. Je suis vraiment contente d'être aujourd'hui en face de lui, d'exprimer ce que j'ai vécu, mes douleurs. Je suis vraiment fière. Parmi ces rescapés, Awa Brahim. Elle avait 13 ans lorsqu'elle a été arrêtée. Après 3 ans de détention, sans aucune charge retenue contre elle, elle est amenée en 1988 avec sa mère dans ce même camp militaire de Ouadidoum en plein désert. Elle non plus, avant le procès, n'avait jamais parlé publiquement des violences sexuelles subies alors. J'ai gardé tout ça dans mon cœur. Comme les autres, je n'en ai parlé qu'à l'audience. On est pudique. Dans nos coutumes, parler de ces choses est extrêmement difficile. Ce qu'ils nous ont fait à Ouadidoum, c'est vraiment grave. Aucun être humain qui croit en Dieu ne devrait faire subir cela à quelqu'un. À notre retour du tribunal, on nous a insultés, sur Internet, au marché, partout où on allait. Nous faire perdre notre honneur, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est pire que la mort. Libérer la parole, entamer le travail de mémoire. Les chambres africaines extraordinaires devraient poursuivre leur tournée de sensibilisation pour expliquer la condamnation d'Hissène Habré, accompagner d'éventuelles réparations ou suivre, en cas de procédure d'appel, un nouveau procès dans les mois à venir. Ils nous ont amenés seulement comme des esclaves sexuels, des objets sexuels. Le coup était prémédité.